Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France autour de l'emploi comme chaque mardi soir. Et le sujet de ce soir, la formation comme remède au chômage. Voilà le thème général qu'on va aborder ce soir avec nos invités. Bonsoir Michel Séban. Bonsoir Alexandre. Vous êtes patron de Fitech, leader de la reconversion vers les métiers du numérique. Voilà. À peu près. Est-ce que je peux être plus précis ? Non, entre autres, c'est ça. Entre autres. Bon, c'est très bien. C'est notre principale activité. Jean-Claude Delgène, un habitué. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude, président fondateur du groupe Technologia, spécialiste des risques professionnels. Et puis on est aussi avec Véronique Langlais, bouchère, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Et bonsoir. Habitué aussi. Ah oui, un petit peu. Alors on a plusieurs questions à se poser. La formation est-elle la solution la mieux adaptée pour combattre le chômage en France ? Quelle est la réalité de la formation des demandeurs d'emploi ? Sont-ils assez bien conseillés ? Ont-ils bien aussi cette démarche de se former ? Tout est parti de la discussion et surtout de l'annonce de Jean Castex, le Premier ministre, qui a fixé un objectif de former 1,4 million de demandeurs d'emploi en 2022. C'est un plan d'investissement dans les compétences. Il a évoqué les difficultés de recrutement qui tendent à se généraliser. Il plaide pour travailler à la fois à la formation des salariés et des 5,927 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A, B ou C. Est-ce que la formation est la solution la mieux adaptée pour combattre le chômage en France, Michel Séban ? Je ne vais pas dire le contraire, c'en est une. C'est la meilleure solution dans le sens où elle permet de changer de métier. Et aujourd'hui, ça devient une priorité. Chaque personne qui rentre sur le marché du travail va faire maintenant 5-6 métiers dans sa vie. C'est quasiment une certitude. La question est comment on passe d'un métier à l'autre, sachant que la formation initiale, c'est une fois dans sa vie, on n'y revient pas. Et ensuite, il faut des systèmes qui permettent de passer d'un métier à l'autre en espace court, parce que quand on a commencé à travailler, on ne peut pas s'arrêter 3 ans pour faire un master. On est obligé, sur un espace-temps très court, de pouvoir changer de métier. Et il faut des formations adaptées, qui sont complètement différentes du système formation initiale, beaucoup plus compactes, beaucoup plus centrées sur le job. Et puis, il faut aussi des recruteurs, des gens qui sont ouverts à accueillir parmi leurs futurs salariés des gens qui viennent d'ailleurs. Mais formés quand même. Jean-Claude Delgène, est-ce que c'est la meilleure solution, la mieux adaptée pour combattre le chômage en France, la formation ? Alors déjà, la première chose, il faudrait se poser la question à l'envers. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait éviter d'avoir des formations qui sont initiales, qui sont même y compris de l'enseignement supérieur, qui conduisent de facto au chômage. Vous prenez en France, on forme chaque année à peu près 25 000 sociologues. Or oui. Il y a actuellement il y a à peu près 25 000 sociologues qui vivent de leur métier, de leur formation initiale. Donc il y a un vrai problème d'orientation. On peut se poser la question d'ailleurs aussi du collège unique qui a été instauré avec la réforme Abi. Tout le monde au niveau bac, 80% d'une classe d'âge au niveau bac, c'est un vrai sujet. Quand on voit par exemple la réussite des pays tels que l'Allemagne ou les pays anglo-saxons qui favorisent en particulier d'autres approches, nous on a dévalorisé les métiers de la main. Vous voyez, dernièrement, j'étais dans une conférence avec un grand journal. Je peux vous dire que Véronique Langlais, elle est d'accord. Elle jubile. Voilà. Il y avait dans cette conférence, il y avait 800 personnes. Et je demande aux personnes de me dire, en fait, quels sont ceux qui sont d'accord pour que leurs enfants suivent un métier manuel, électricien, plombier, etc. Enfin, très peu. L'idéal aujourd'hui, encore pour les mères de famille, les pères de famille, c'est de voir l'enfant faire l'ENA et de faire une carrière administrative. Il y a 250 énarques qui sortent en France. Tant qu'on n'aura pas restauré, je dirais, une vision, le succès, ça peut être prof de philo, ça peut être commercial, ça peut être boucher, ça peut être... Le problème, c'est d'être heureux. Tant qu'on n'a pas restauré ça, on aura donc des problèmes. Alors après, la question telle qu'elle est posée, bien sûr, il y a 150 000 jeunes qui décrochent chaque année en France. Il faut se poser la question pourquoi. Bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Et la deuxième chose, c'est la VAE. Il faut restaurer une VAE massive, permettre aux jeunes, y compris de valoriser leur expérience à travers des diplômes. Parce qu'en France, le diplôme compte beaucoup. Vous voyez, moi j'ai 65 balais. Bon, j'ai créé une entreprise quand même qui est reconnue. Aujourd'hui, on me demande encore, à 65 ans, quelle école j'ai fait, de quelle école je suis. Vous voyez, à 60... C'est quoi comme école, Jean-Claude Delgène, de ce cas? Voilà, c'est hors antenne, mais vous voyez, donc c'est terrifiant. On dit en France, je terminerai là-dessus, on dit en France, on a fait sa carrière à 23, 24 ans.
C'est-à-dire que si vous avez fait la bonne Ça sent école, pas bon pour moi, ça. si vous avez fait la bonne école, que vous avez suivi la bonne formation supérieure, parce que vous avez eu 18 en maths qui vous permet d'intégrer une école de super, et puis après de faire donc maths sup, maths spé, etc., des écoles prestigieuses, à 23 ans, 28 ans, vous êtes assuré pour la vie d'avoir des privilèges et de ne plus avoir d'accident. En Allemagne, eh bien, c'est tellement différent. On a une situation où on va former les jeunes jusqu'à 26 ans, à l'âge de la maturité, sur leur possibilité de créer de la connaissance. Quand vous faites de la recherche, eh bien, vous coltinez à tous ceux qui ont cherché avant sur le sujet que vous avez à traiter et vous apportez. Mais quelque part, ça vous conduit à l'humilité. Nous, on a une situation où, en fait, quelque part, on a des gens qui sortent, souvent, y compris par des cabinets ministériels, à la tête des grandes entreprises, qui connaissent pas ni la culture, ni les métiers qui sont appelés à diriger, Ni qui le font terrain. ni le terrain. Et ça cause des problèmes assez terrifiants. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé déjà dans la police, par exemple, les commissaires qui n'avaient fait que très peu bien de sûr. terrain et qui se retrouvaient. Voilà, Faire ça à l'école. il faut revoir notre formation, favoriser des formations massives de toutes les générations, des formations d'ingénieurs. Aujourd'hui, en Inde, chaque année, vous avez 4 à 5 millions d'ingénieurs qui sortent. Et c'est ça notre problème. Et il faut vraiment, c'est un vrai sujet. Or, je terminerai là-dessus, on a un déficit aujourd'hui, on va le voir à fin d'année, de 3 milliards pour équilibrer le système de formation. Les syndicats, tous les syndicats et le patronat ont fait 49 propositions depuis mars au gouvernement pour améliorer la situation. Oui. Alors c'est pour ça que moi je veux bien, Jean Castex c'est bien, mais des discours comme ça on en a eu mais des dizaines. Alors aujourd'hui on a un vrai problème, il y a une tension énorme parce qu'y compris avec la crise, Oui, c'est la valeur accéléré. travail est en recul. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre les gens au travail? Comment on leur permet de se former? Comment à partir de l'enthousiasme on les forme? Parce qu'il faut de l'enthousiasme pour se former. Oui, et on parlait des métiers de la main. Voilà, on va tout de suite aller voir Véronique Langlais. Et on parlait aussi des métiers sous tension. On aura dans 10 minutes un témoin sur le terrain. Adrien Pedrazzi, les restaurateurs, il a des soucis aussi pour recruter et il est obligé de passer par la formation. C'est aussi le cas. Recruter en boucherie dans ces métiers-là. Excusez-moi, j'ai envie de rire parce que vous me parlez des métiers de la main et moi j'avais envie de vous parler des métiers de la bouche. Donc c'est plutôt rigolo. Moi, je voulais rebondir dans le sens où on nous inculque qu'il faut aller à l'école pour effectivement réfléchir. Mais on peut être jeune aujourd'hui et regarder ce qui se passe autour de nous et avoir ce qu'on appelle une vocation, avoir la petite lueur qui illumine le regard. Il est vrai qu'à l'école, on a un formatage de l'esprit qui dit qu'on doit aller forcément à des études supérieures. Il est vrai aussi que, je pense que c'est plus en ville qu'à la campagne qu'on pense qu'il est mieux pour ces enfants de faire des études. Mais je vois, moi, avec l'avènement de la crise, qu'on a de plus en plus de jeunes qui trouvent un sens dans les métiers manuels. Dans les métiers alimentaires aussi, puisqu'on a plein d'émissions de télévision qui dirigent les enfants vers cette envie. Qui produisent aussi des illusions à ces enfants-là. Oui, mais on a aussi des enfants qui viennent nous voir dans nos entreprises. Moi, j'en ai eu un la semaine dernière qui est venu et qui a parlé 2 heures avec moi et au bout de 2 heures, il m'a dit « Ok, je signe ». Et je ne suis pas la seule. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est justement... J'ai un petit truc dans la gorge. Vous avez de l'eau, allez-y. Oui. C'est l'émotion. Je vais revoir, non du tout. On hydrate nos invités sur la radio, ne vous inquiétez pas. Non, mais on a une réflexion parce qu'effectivement, on a une crise sans précédent qui a mis des tas de personnes dans la rue. Mais on a aussi des tas de personnes qui se sont posées des questions sur le sens de leur travail, le sens de leur vie personnelle par rapport à leur travail, et qui envisagent de changer radicalement de métier. Et dans nos métiers alimentaires, la boulangerie, la boucherie, l'artisanat en général, on a beaucoup de gens qui viennent vers nous pour se reconvertir. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sens dans l'objet de l'émission. Et on recrute et on forme et on fait des gens heureux. Michel Séban, à Fitech, vous travaillez sur la reconversion professionnelle et en lien avec le numérique notamment. Complètement. C'est un bassin d'emploi riche qui est en tension, où les métiers évoluent de manière très très rapide. À chaque année, pratiquement, son nouveau lot de nouveaux métiers. Enfin, c'est... Tous les ans, nous on fait des formations. Tous les ans, il y a des formations qui n'existaient pas l'année d'avant. On crée de nouvelles formations parce qu'il y a des nouveaux métiers. Nous, on fait que se coller aux métiers cibles. Et c'est là le problème du numérique, c'est que les métiers sont tellement nouveaux que les écoles ne suivent pas. Et donc, il y a une pénurie de gens. Et d'un côté, on a des recruteurs qui disent « moi j'ai du boulot, j'ai pas les gens pour le faire ». Et puis de l'autre, il y a des candidats qui disent « quand je postule
chez ces gens-là, je suis pas assez qualifié, j'ai pas les compétences. Donc il faut que quelqu'un au milieu fasse la jonction, parce que ce n'est pas le travail des entreprises de former des gens. Ce n'est pas leur travail. Une entreprise est là pour produire quelque chose, pour vendre, pour fabriquer, mais en aucun cas pour former des gens. On est d'accord. C'est pas leur boulot. Je suis pas trop d'accord. On est dans le concret, dans le manuel. La formation terrain. Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'ailleurs dans les discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont proposé au gouvernement d'avoir une incitation fiscale pour permettre justement aux entreprises d'accompagner la formation, de faire du sur-mesure. Il y a des tas de métiers. Ce matin, j'étais avec une entreprise qui fabrique des médicaments pour les animaux. Bon, c'est très spécifique, c'est très singulier. Il y a des métiers particuliers, donc il faut accompagner ces formations, il faut permettre aux gens d'évoluer. Donc les formations, on les trouve pas forcément ailleurs. Donc que l'entreprise ait sa propre université interne pour former, c'est nécessaire d'accompagner ça. Je pense que notre système de formation qui vient d'être rénové profondément par le gouvernement Macron, les gouvernements Macron depuis septembre 2017, commence à trouver un peu de sens, mais il faut aller plus loin et permettre, à mon avis, de restaurer, y compris peut-être en instaurant à nouveau une taxe d'apprentissage, telle que c'est demandé par, je dirais, les partenaires sociaux, de permettre véritablement d'avoir des moyens. Parce que bon, aujourd'hui, par exemple, vous faites avec le compte personnel de formation, vous avez droit à 500 € par an. Vous voyez, donc 800 si vous êtes un peu déqualifié. Oh, mais c'est pas pour une reconversion, voilà. C'est vraiment pour une formation. Oui, mais vous pouvez faire quoi? Si vous voulez, par exemple, devenir, vous êtes aide-soignante, vous voulez devenir infirmière, ok? Une aide-soignante, pour devenir infirmière, elle doit débourser à peu près 15 000 € chaque année pendant 3 ans. Ça coûte entre 45 000 et 50 000 €. Le dispositif actuel permet de mobiliser, à tout casser, 15 000 €. Qu'est-ce que vous faites? Il vous manque donc 2 années pour financer. C'est ça les vrais problèmes. Et aujourd'hui, des infirmières, il nous en faut. On va en chercher en Roumanie, on va en chercher en Espagne. Oui, mais donc, on valorise pas ces métiers-là aussi. Enfin... Oui, on les valorise pas, mais il faut trouver des moyens pour permettre justement à les aides-soignantes qui veulent devenir infirmières, il y en a plein. Il faut simplement leur permettre d'avoir cette possibilité, comme le fait Michel, d'accompagner ces gens-là, de renforcer par des moyens l'enthousiasme, la demande. Quand vous avez des gens enthousiastes qui vont se former, il faut les aider à se former. Il faut les moyens pour cela. Et les moyens ne sont pas là aujourd'hui. Oui, et par exemple, sur cette idée-là, je prends l'exemple des hôpitaux de Paris. Quand un aide-soignant infirmier veut passer par une école des hôpitaux de Paris, eh bien, il signe un contrat aussi. Hein. Il doit travailler après pour les hôpitaux de Paris pendant un nombre d'années. Mais pourquoi pas qu'il y a un dédit de formation, etc. Tout ça. Aussi. Mais il faut accompagner, former, parce que le problème, il est là, c'est que vous avez des incantations, vous avez des grands discours, mais dans les faits derrière, dans les procédures, vous avez des rejets. Il y a des gens qui déposent des dossiers, qui se disent oui, non, pas cette année, parce qu'il n'y a pas les moyens. Revenez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est ça la réalité. Moi, je parle des faits parce que je les connais. Et donc, c'est ce qu'il faut traiter. Si on veut avoir des gens qui sont actifs, il ne faut pas créer chez eux de la frustration, de l'aigreur, de l'amertume. Il faut les aider à avancer, à se former. Eh bien, venez dans l'artisanat, parce que dans l'artisanat, on a des organisations professionnelles qui accompagnent les personnes pour se former et puis après pour s'installer. Et ça marche autant sur le territoire que sur le national. On a des chambres des métiers, des chambres de commerce qui sont très fortes, qui savent nous trouver les aides, qui savent nous trouver les écoles et qui savent nous trouver les entreprises. Michel Séban, avec Fitech, vous faites quand même quelque chose d'assez singulier, j'ai l'impression. C'est un processus quand même assez unique. Expliquez-le nous, il y a un job dating, il y a une formation, il y a quasiment des promesses d'embauche à 100%, quasiment. Comment ça se passe ? On se sert d'un dispositif qui n'est pas propre à Fitech, qui est à Pôle emploi, qui s'appelle la POEI, Préparation opérationnelle à l'emploi individuel, qui est un super dispositif, mais comme beaucoup de gens, je suis content d'en parler parce que personne ne le connaît, qui permet de faire la fusion entre un processus de recrutement et un processus de formation. C'est-à-dire qu'on présente des candidats qui sont susceptibles d'intégrer un nouveau métier. On les présente à un recruteur qui, lui, va embaucher. Il les choisit non compétents sur la base de leur mindset, de leur soft skills, motivation. Oui. Ensuite, ils suivent 3 mois de formation et
très logiquement, à la fin de cette formation, ils sont recrutés. Mais ils rentrent tous en formation avec une promesse d'embauche. C'est ça qui change tout. Très important. Et là, il y a aussi un effort à faire au niveau formation. C'est pas le tout de former tout le monde sur n'importe quoi, n'importe comment. Il faut mettre les recruteurs au centre du dispositif. Aujourd'hui, il y a trop d'erreurs, d'aiguillages qui sont faites parce que la formation est décidée par le candidat lui-même et l'organisme de formation. Donc, et il manque un troisième parti, le recruteur, celui qui va embaucher le candidat à la fin. On va se poser la question de ce processus de formation et peut-être que que faut-il inventer pour justement que le demandeur d'emploi soit mieux aiguillé. On se pose la question tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Les vrais voix qui font bouger la France et évidemment l'emploi comme chaque mardi soir, la formation comme remède au chômage avec nos invités Michel Séban, patron de Fitech, Jean-Claude Delgen, président fondateur du groupe Technologia, Véronique Langlais-Bouchère, présidente du syndicat des bouchers de Paris, puis dans quelques instants Adrien Pedrazzi, restaurateur et secrétaire général de l'UMI dans le Lot-et-Garonne. On était juste avant la pause sur la question du processus de recrutement. Changer ce processus-là pour que la formation soit mieux intégrée, Michel, c'est ce qu'on se disait, et il y a des choses encore à revoir. Il y a un lien entre l'employeur et le demandeur d'emploi. Il y a quelque chose qu'il faut refaire. Je crois qu'il y a une évolution à faire chez les employeurs, particulièrement parce que on est dans le copier-coller. L'employeur, il a un profil type et il veut toujours le même profil type, donc il recrute par copier-coller. Il faut, et on en a beaucoup maintenant dans le numérique, de recruteurs ouverts à la différence, ouverts à des gens venus d'ailleurs, mais moyennant, bien sûr, qu'ils aient la compétence minimum pour faire le job. Et c'est là où intervient la formation. C'est juste leur donner la compétence minimum nécessaire et suffisante pour faire le job. Et là, ils sont recrutés. Mais il faut encore que le recruteur puisse choisir quelqu'un, non pas sur sa compétence, puisque justement, si le métier est en tension, il n'y a pas de gens compétents disponibles, mais parmi les gens disponibles, il y a des gens qui veulent faire le job. Qui ont la motivation. Voilà. Et si le courant passe entre le recruteur et le candidat sur cette base-là, derrière, c'est une formalité, promesse d'embauche, formation, embauche. Dans l'artisanat, c'est une autre réalité, Véronique. Oui, c'est complètement l'inverse. On est dans un... Et c'est là toute la complexité, entre guillemets, la beauté de l'emploi. On est dans une envie, dans une démarche de sens. Souvent, on a dans les reconversions professionnelles, notamment en boucherie, on a à peu près 150 candidats qui viennent par an. Et on a des gens qui font un métier souvent intellectuel et qui se destinent à un métier plus manuel, qui a du sens pour eux, qui est dans une démarche à l'autre. La recherche de sens est un terme très, très utilisé actuellement. Oui, mais c'est complètement ça. Et souvent, ce sont des gens qui s'installent en plus, qui deviennent entrepreneurs. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est aussi, notamment en Ile-de-France, je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, mais on est à peu près 750 000 entreprises et on est un bon tiers à avoir plus de 50 ans. Donc, il va falloir aussi reprendre ces entreprises, donc former des gens pour reprendre ces entreprises. Et j'avoue qu'on peut avoir la formation, mais qu'il faut également avoir une expérience et être assez aguerri sur un métier pour pouvoir aussi se projeter dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que tous les métiers alimentaires, quels qu'ils soient, puisque je suis là et je peux en parler puisque moi j'ai fait plusieurs reconversions professionnelles, sont vraiment des métiers passion, où on a envie de faire quelque chose, on a besoin de donner quelque chose et on recrute tous les ans et là, la seule chose qui nous intéresse, c'est la motivation. Même si la personne n'a pas les compétences, et d'ailleurs elle ne les a jamais puisque la compétence s'acquiert avec le temps, on a besoin d'une personne qui a la lumière dans les yeux. Et là, on ne change pas de métier tous les 2 ans, on reste sur le même métier pérenne, on peut changer 2 fois, mais pas 6 fois dans sa vie. Jean-Claude Delgen, rapidement avant d'accueillir Adrien, d'ailleurs ça va dans votre sens, vous êtes contre le recrutement par habilité? Non, je suis totalement pour. Pardon. Je suis tellement pour, c'est-à-dire que dans le recrutement, pour justement la question d'en finir avec le chômage, il y a 2 choses. La première chose, c'est les compétences requises par un poste. Oui. La deuxième chose, c'est les compétences acquises par le candidat putatif. Et comment on rapproche les compétences acquises par rapport aux compétences requises. La formation entre en jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enthousiasme, la volonté, le désir de faire. Ce qu'on disait encore une fois. Et là, on a un vrai problème, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Il faut travailler sur les zones de talent, sur les zones de plaisir des gens, sur leur capacité à se créer eux-mêmes, à faire que leur vie, elle soit une belle vie, elle soit rayonnante, avec de la joie. Et arrêter de se poser en victime. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut. Et donc, ces 2 aspects-là, si on les réunit, on peut vraiment traiter la question du chômage. Mais il faut des moyens.
Très rapidement. Je crois que ce que j'essaie de dire à tous les recruteurs, c'est il vaut mieux embaucher celui qui veut plutôt que celui qui sait. Ah, bien sûr. Surtout quand celui qui sait est introuvable. Et qui sait pas. On en parle avec notre invité, notre témoin Adrien Pedrazzi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes dans le Lot. Je suis d'accord avec vous. Ah bah ça tombe bien. Vous êtes dans le Lot-et-Garonne, vous êtes restaurateur et vous êtes secrétaire général de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Voilà, très porté aussi sur la restauration surtout. Et pour vous aussi, hein, dans votre restaurant, puisque vous êtes restaurateur, c'est la motivation qui compte, alors que vous êtes dans un métier sous grande tension. Pour le coup, là, vous êtes en constante recherche d'employés. Ah ben nous, c'est comme disait tout à l'heure Véronique, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est avant tout des métiers passion, la cuisine, le service, etc. Et c'est vrai que dans nos métiers, l'hôtellerie, etc., on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Ça devient très compliqué. En France, il manque 800 000 personnes. Donc c'est vraiment un secteur qui est très porteur. On travaille, nous, ici, en Lot-et-Garonne, avec le Pôle emploi. On essaye de faire des tables rondes avec, justement, comme vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est Michel qui en parlait, les recruteurs, les personnes qui recherchent l'emploi, et les instances pour essayer de voir comment on peut essayer de faire un maillage pour essayer de recruter le meilleur candidat possible. Oui, et vous êtes, vous recrutez à la motivation aussi. Vous faites comme ça, Adrien, sur les candidats qui n'ont pas de compétences dans leur bagage. Voilà, moi aujourd'hui j'ai un jeune candidat qui a 17 ans, qui est du Bangladesh, qui est venu par une association à Agen qui s'appelle le DANI, qui est venu nous voir. Ce jeune voulait apprendre à faire de la pizza. Donc dans mon restaurant, je fais également de la pizza. Et il m'a dit voilà, je vais apprendre ce métier, je vais voir comment on fait, etc. Et je lui ai dit bah, écoute, vas-y, Naïd, je te prends, je vais faire 15 jours d'essai avec toi. Je me suis servi, alors pour d'autres choses, du POI de Pôle emploi dont vous parliez tout à l'heure, pour d'autres candidats. Et là, donc, on a fait une convention de stage où Naïd a pu passer 15 jours avec nous dans l'entreprise, où on l'a intégré, on lui a montré quel allait être son travail, ce qu'il allait faire, ce qu'il allait apprendre. Et on va vraiment lui apprendre un métier. Et là, aujourd'hui, bon, hormis les problèmes de papier, etc., qu'on est en train de résoudre, on essaie de faire ça le plus rapidement possible pour qu'il puisse intégrer son école, le CFA d'Agen, pour qu'il puisse commencer sa formation. Parce que vous avez senti qu'il avait envie, il y avait quelque chose de différent, peut-être, voilà. de plus. Comme disait Véronique tout à l'heure, il avait la lumière dans les yeux. Et cette motivation-là, et on le sent de suite, c'est perceptible chez certains candidats. Voilà, on ressent cette motivation, ce goût de donner aux autres. Ouais, et pour ma part aussi, j'ai fait une reconversion professionnelle, parce que moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la communication, et après j'ai fait une émission de télé qui m'a permis de changer de métier dans la cuisine, et de faire de mon métier ma passion, d'en faire mon métier. Voilà. Moi, ce qui me gênait un peu dans la discussion, c'est qu'en fait, on fait porter quand même une partie des problèmes aux jeunes, aux candidats qui ne se mobilisent pas, aux chômeurs, etc. Parce qu'il y a un phénomène un peu de culpabilisation. Il faut dire aussi que dans certains métiers en tension, la restauration, l'hôtellerie et d'autres, il y a un problème de rémunération qui est réel. Les gens sont... on parlait des infirmiers tout à l'heure, c'est aussi le cœur de ce problème. Les infirmiers, les profs demain, enfin bon, il y a... Les gens les plus utiles sont les plus mal payés. Voilà, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de rémunération qu'il faut traiter, parce que sinon on ne pourra pas, même avec de la lumière dans les yeux, même avec de l'envie, on ne pourra pas stabiliser des gens, parce qu'à un moment donné, les gens considèrent que la reconnaissance qui leur est octroyée en matière de rémunération n'est pas suffisante. Et donc, ils vont voir ailleurs. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, il faut les stabiliser, les amener, les stabiliser. Et on ne peut pas les amener si on leur fait, je dirais, des promesses qui sont insuffisantes en termes... Parce que les gens, ils font leurs calculs à un moment donné. Il faut aussi qu'ils soient motivés pour avoir un salaire bien sûr, mais le motivant. Salaire... On ne peut pas expliquer un tel gap entre la France et d'autres pays. On ne peut pas expliquer un tel gap dans certaines filières entre la France et d'autres pays. Je reviens sur les infirmiers. On n'a pas le temps là, mais sans parler de la question de la centrale. Je ne dis pas que dans le travail, il n'y a que la rémunération, c'est pas vrai. Il y a plein de choses dedans, mais il y a la rémunération aussi. Il y a la rémunération. Et la rémunération, il faut la revaloriser si on veut stabiliser, si on veut traiter. Et par exemple, on a vu, le Canada recrute des infirmiers et infirmières françaises qui sont 2 à 3 fois mieux payés au Canada. Bien entendu. Si je peux me permettre, on a récupéré des infirmières des pays de l'Est justement parce que la rémunération dans les pays de l'Est n'était pas la même qu'ici. Oui.
Non, mais Donc le problème, en fait, et c'est un vrai sujet. On est Si au on pays veut de l'Est, Canada. Moi, je suis pour le marché unique de l'intelligence, mais si c'est pour aller piller des gens qui ont, parce que former quelqu'un, ça coûte très cher. Oui. Enfin, si c'est pour aller piller des gens à l'étranger, c'est quand même pas heureux. La France devrait pouvoir s'honorer de former des infirmières, de former des médecins, de former. C'est partie d'une richesse, voilà. en fait. Mais bien sûr, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet de rémunération et de formation initiale, c'est évident. Pour vous, il nous reste même pas une minute. En 2 mots, le travail doit être fait de la part du gouvernement ou des employeurs ou conjointement. Comment juste en 2 mots chacun. Moi, je pense que c'est un travail collectif. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'on trouve des moyens. Il faut des moyens. Véronique. C'est aussi l'éducation au départ. Il faut aussi réintroduire le respect, la mentalité aussi au travail. Et je pense qu'on l'a perdu. Les 35 heures ont été un gros préjudice aussi. Ouais. Et Michel ? Recruteur, candidat, financeur, formateur. Adrien, il vous reste quelques secondes. Non, mais il faut les Moi, c'est rendre l'attractivité au métier. Peut-être étudier un statut particulier, un statut spécial pour les gens qui travaillent le soir, le week-end, les jours fériés. Voilà. Et de fait d'avoir un statut spécial, on pourra augmenter les salaires de ces employés, rendre le travail plus attractif et faire venir des gens dans nos professions. Et les vraies voix qui font bouger la France autour de l'emploi. Merci à vous tous, Michel Séban, Jean-Claude Belgen, Véronique Langlais, Adrien Pedrazzi. Tout de suite, les programmes évidemment continuent. Le Love Music avec Yvan Cujous et son invité Chico des Gypsy King. Bonne soirée.